Devenir woke. 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 Bonjour, moi c'est Géraldine Franck et vous écoutez un épisode du podcast Devenir woke, le podcast qui témoigne de nos évolutions, de nos remises en question, qui raconte comment on a ouvert les yeux et le cœur pour voir les normes excluantes et les discriminations. Bonjour Tiffaine Lagarde, donc toi tu es cofondatrice d'un collectif qui s'appelle 269 Libération Animale. Je voudrais pour commencer que tu nous présentes ce collectif et que tu nous expliques aussi ce que c'est que l'antispécisme. Alors, cette organisation politique, elle est née en 2015 et elle se compose de deux entités. Il y a le collectif 269 Libération Animale et l'association Sanctuaire 269 Libération Animale, puisque nous avions besoin d'un cadre juridique pour s'occuper de ce refuge qui accueille des animaux issus d'actions directes menées dans des abattoirs, des laboratoires, des élevages. Et cette organisation a pour particularité de porter l'antispécisme à gauche par un discours politique très clair et sans ambiguïté, d'avoir beaucoup évolué aussi d'ailleurs dans sa théorie politique, et puis de pratiquer l'action directe de confrontation et l'action directe anonyme, voilà, comme ça peut se faire partout en Europe d'ailleurs, puisque on n'est pas cantonné effectivement à une pratique territoriale en France. Et pour l'antispécisme, alors moi je l'aborde par la perspective de la lutte. Je le définis toujours comme une lutte contre l'exploitation animale. Ça peut paraître simple, mais en même temps c'est l'approche que nous en avons pour bien montrer qu'on s'inscrit dans une dynamique de lutter contre. Voilà, donc pour moi ça ne me satisfait pas de définir ça de manière trop théorique, c'est pour ça que j'utilise cette petite définition qui me semble dit tout en peu de mots. Alors, Devenir woke, c'est un podcast qui a comme idée principale de permettre aux personnes de témoigner de comment elles ont pu évoluer sur des questions sociétales, comment elles ont pu changer d'avis pour embrasser une nouvelle façon de penser qui est plus inclusive, qui fait preuve de plus de tolérance. Et vraiment, l'idée de base, c'est de se dire que c'est ok de se tromper à partir du moment où on accepte d'évoluer. Sauf que très souvent, les personnes ont du mal à reconnaître qu'elles ont pu faire des erreurs parce qu'elles ont honte, parce qu'elles préfèrent rester cramponnées à des idées qu'elles ont pu défendre pendant un temps. Et toi, quand je t'ai sollicité pour revenir sur un épisode, tu m'as non seulement dit que tu étais d'accord pour témoigner, mais surtout que c'était très important pour toi de témoigner de cette évolution qui avait été une réorientation politique du mouvement 269. Donc pour rappel, comme tu viens de le dire, 269 a été créé en 2015 et en 2017, donc à un moment où le collectif était encore assez récent et jeune, vous aviez envisagé une action sur laquelle vous êtes revenu. Est-ce que tu peux nous faire l'historique de comment vous aviez d'abord décidé de mettre en place cette action et pourquoi? Quelles ont été les contestations? Comment vous les avez accueillis et comment ça vous a amené à changer d'avis? Alors à la base, 269 Libération Animale s'est créé un petit peu dans le giron du mouvement plus vaste qu'on appelle 269 Life. Il existe encore aujourd'hui, mais il me semble qu'il est moins actif. 269 Life, c'est un mouvement qui, à la base, je le rappelle, parce qu'il me semble qu'historiquement c'est important, qui est né en Israël et qui avait pour volonté de porter ce qu'ils appelaient un discours plus radical et surtout des modes d'action un petit peu nouveaux. Donc passer par ce qu'on appelle du happening choc, donc des démonstrations de rue avec des mises en scène assez importantes, assez artistiques, qui avaient vraiment pour volonté première de choquer, qui n'étaient pas du tout dans la pédagogie, même pas dans la bienveillance d'ailleurs, parce que en Israël il se permettait notamment la comparaison avec l'Holocauste dans des mises en scène assez
peut-être que je qualifierais d'assez problématique, mais en tout cas c'était vraiment leur créneau, c'était celui de, par la thérapie du choc, de provoquer un débat en fait sur la scène politique, et c'était quelque chose qu'ils expliquaient par l'échec, tout simplement du militantisme pédagogique un petit peu gentillet, de rue, qui se pratique majoritairement dans les grandes organisations animalistes. Alors c'est un discours qui au début nous a plutôt séduit dans sa reconnaissance de l'échec. C'était vraiment comment je pourrais dire, un rapprochement sur les modes d'action, pas tellement sur le discours de fond, parce qu'en fait au tout début il n'y en avait pas beaucoup chez 269 Live. Ça n'a jamais été une organisation ou un mouvement, puisque en fait ça n'est même pas une association ou rien, c'est juste ce qu'on appelle un mouvement. C'est un mouvement qui n'a jamais porté une vraie théorie politique, qui n'a jamais réfléchi spécifiquement sur les systèmes de domination, tout ça. C'était vraiment juste des modes d'action, on va dire nouveaux, et encore des modes d'action. Je suis pas sûre qu'on puisse appeler un happening une action politique, on va dire des modes de contestation, de protestation qui étaient assez nouveaux. Et c'est vrai que ça nous paraissait séduisant parce qu'il y avait cette reconnaissance de l'échec que nous partagions. Parce que moi, en tant que cofondatrice, j'avais eu une expérience dans des organisations animalistes plus classiques, et je constatais bien qu'effectivement le petit discours pédagogique de rue qu'on sortait le samedi après-midi ne fonctionnait pas, prêtait plutôt à rire, et je voyais pas où mener finalement cette espèce d'entreprise de conversion au véganisme. Voilà. Donc c'est vrai qu'à la base, oui, ces grandes mises en scène, cet écho aussi que ça avait là-bas, nous est apparu peut-être comme quelque chose à essayer, en France. Et en plus, les fondateurs de ce mouvement étaient assez jeunes, faisaient un petit peu partie aussi de milieux assez militants dans leur pays, et avaient un discours qui était très volontariste. Donc au début, on a effectivement mis en place beaucoup de happenings qui étaient dans cette mouvance-là, colorer des fontaines en rouge pour dénoncer l'exploitation des animaux marins, faire des mises en scène de marquage au fer, tout ce genre de scénographie où finalement les militants humains se mettent à la place des animaux. Déjà là, c'est quelque chose qu'on a par la suite déconstruit. Et est arrivée en 2017 cette idée qui avait été d'ailleurs pratiquée déjà dans d'autres pays, de faire quelque chose, la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, de faire un happening qui compare finalement le sort des personnes racisées qui ont été mises en esclavage avec le sort des animaux exploités dans l'industrie capitaliste. Donc de faire une espèce de, je pourrais pas dire autrement, de parallèle, tout simplement d'analogie. Et à ce moment-là, au moment de mettre en place l'action, qui ne nous apparaissait pas comme problématique, parce que évidemment, alors je vais le dire a posteriori, ça paraîtra peut-être pas sincère, mais c'est la vérité, c'était pas dans la volonté de dire que ce qu'avaient vécu les personnes racisées mises en esclavage ou leurs descendants n'était pas grave, évidemment, ou qu'il n'y avait plus de racisme, mais c'était dans la volonté de s'accrocher, en fait, et ça je le dis très clairement parce que c'est vrai, de s'accrocher en fait à une autre lutte qui parlait plus au public pour montrer que c'était horrible en fait ce qui se passe pour les animaux, parce que on va se le dire très clairement, c'était vraiment ça le but, c'était vraiment oui, on peut parler d'ailleurs d'instrumentalisation. Moi j'ai pas aujourd'hui de difficulté à reconnaître que oui, c'était clairement une instrumentalisation, et donc on met en place cette action. Et là, il y a une avalanche, on va dire, de protestations, de collectifs, d'associations ou de personnes qui luttent justement contre le racisme, d'associations aussi de descendants de personnes mises en esclavage, etc., qui protestent justement, alors sur l'argument qu'on ne peut pas comparer, les personnes racisées à des animaux. Alors le premier réflexe, ça a été de se dire, nous n'avons pas été compris. En fait, ce n'est pas ce qu'on voulait, c'est pas dire que les personnes racisées sont des personnes inférieures par rapport aux personnes blanches, c'était pas ça du tout notre propos évidemment, mais c'était simplement de comparer des processus de domination. Donc au début, le premier réflexe a été de se lancer dans une espèce d'explication, mais en fait une explication qui n'était pas audible. Et elle n'est pas audible parce que c'est évidemment les personnes racisées qui ont souffert du racisme, de mise en esclavage, de
de diverses pratiques de domination ne peuvent pas entendre cet argument-là, puisqu'on les a en permanence rabaissés justement au rang d'animaux pour justifier leur exploitation, pour légitimer leur exploitation. C'est un ressort idéologique, un ressort politique en fait qu'on utilise et encore aujourd'hui d'ailleurs pour discriminer en fait les personnes racisées. Donc évidemment toute cette théorie-là, toute cette explication-là, elle n'était en fait, on ne se parlait pas finalement, on ne discutait pas, c'était pas audible. Et à partir de ce moment-là, il y avait deux possibilités, c'est soit on continuait, et le milieu animaliste nous encourageait, enfin dans sa grande majorité, nous encourageait à continuer à maintenir l'action coûte que coûte, en disant de toute façon ils n'ont rien compris, puisque le but c'était pas du tout d'inférioriser les personnes racisées comme je le disais, mais simplement de montrer qu'il y a un esclavage animal aujourd'hui. Et puis l'autre possibilité c'était peut-être de s'arrêter 2 minutes et puis de se dire mais en fait pourquoi est-ce que ça génère tant de réactions, et si ça génère tant de réactions c'est peut-être qu'il y a quand même un problème quelque part et qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à concevoir. Et heureusement, c'est cette deuxième option que nous avons choisie, ce deuxième chemin. C'est-à-dire que quand même, au bout d'un moment, nous nous sommes dit, ce n'est pas possible qu'il y ait autant de réactions et qu'on y reste en fait indifférent et complètement sourd et qu'on ne prenne pas attention et qu'on ne prête pas, qu'on n'ouvre pas en fait tout simplement, nos oreilles à toutes ces protestations. Et en réfléchissant en fait et en discutant, c'est surtout ça le principal, c'est que j'ai été amenée à converser avec beaucoup de personnes qui s'étaient opposées à tout cela, des personnes qui avaient des collectifs, des personnes de diverses associations, etc. Et elles m'ont expliqué en fait leur souffrance dans l'utilisation de cette analogie. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un déclic en fait qui s'est produit et nous avons compris que c'était quelque chose qui était offensant pour les personnes racisées, que c'était quelque chose qui était extrêmement problématique, raciste en fait en soi, et quelque chose qui en plus n'allait absolument pas servir la lutte antispéciste, loin de là. Et encore une fois, c'était une c'est une action qui révélait aussi cette espèce d'idée que les blancs, les blanches détiennent la clé de l'antispécisme universel, des méthodes à adopter, et que c'est à eux de mener cette lutte et qu'il ne faut surtout pas se laisser parasiter par les autres, les personnes racisées compris, et que finalement elles n'ont pas de leçons à nous donner sur en matière de militantisme pour les animaux, et c'est quelque chose qui est hyper problématique. Et à partir de ce moment-là, c'est opéré un virage catégorique. Alors je dirais pas que c'est pas ça le propos. Nous ne sommes pas passés de personnes racistes à des personnes antiracistes. Je tiens à le préciser. Mais en tout cas, nous avons intégré plusieurs choses dans notre discours après cela. Et surtout, nous avons radicalement changé de méthode. Dans le communiqué que vous aviez rédigé pour expliciter la raison pour laquelle vous aviez renoncé à cette action, vous avez écrit « Nous avons compris, après ces quelques jours de polémique, que la question de base de l'action autour du lien entre racisme et spécisme était complètement mise de côté et que cet événement était en réalité vécu et perçu comme un groupe blanc venant s'approprier un événement contre-culturel d'un mouvement d'émancipation noire pour le façonner à notre convenance ». Bien sûr, et c'est là exactement la définition de l'instrumentalisation, c'est-à-dire que comme notre lutte est dans l'échec le plus total, et à cette époque-là, c'était quelque chose que nous vivions dans notre chair parce que on venait de commencer les actions directes dans les abattoirs, et moi dans mon parcours, en tout cas la première fois que je suis allée dans un abattoir, il y a eu un avant et un après, et le fait de voir en fait la mécanique de l'abattoir en route avec ces animaux qui étaient en train d'être tués devant moi et je ne pouvais rien faire, ça a provoqué en moi un sentiment terrible en fait d'urgence et d'échec, parce que je me suis dit cette lutte n'existe pas, ça n'a d'ailleurs pas changé aujourd'hui, elle n'est pas présente dans les milieux de gauche, elle est très ridiculisée voire méprisée, et à partir de ce moment-là c'est enclenché chez nous une mécanique assez malsaine d'ailleurs de vouloir absolument être dans le choc en fait pour absolument imposer l'antispécisme. Et en fait
un des outils que nous avons utilisé avec cette action-là, c'est de vouloir s'accrocher à une lutte qu'on estime être plus reconnue que la nôtre. Donc en fait, dire les animaux, attention, eux, personne ne s'occupe d'eux, alors que vous, la lutte antiraciste, vous avez plus de visibilité. Donc on va s'accrocher à vous. Comme ça, on va gagner, en fait, on va monter d'une marche et on va pouvoir faire parler de la lutte antispéciste. Et c'est monstrueux, comme procédé. C'est la pure instrumentalisation et je m'en suis rendu compte, bien sûr, après, mais c'était vraiment cette idée de s'accrocher à quelque chose, de venir parasiter, très clairement en fait une autre lutte, de s'en servir comme caution, sans comprendre que et surtout sans même réaliser que ça pouvait générer de la souffrance en fait chez les personnes racisées et plus gravement que cela, c'est que comment expliquer, c'est en plus ça présupposerait que le racisme n'existe plus quand on fait ça. Ça veut dire oui, la lutte antiraciste, en gros ils ont déjà réglé leurs problèmes, donc finalement j'ai pas de difficulté à m'accrocher à eux pour faire parler des animaux. Or évidemment le racisme n'a jamais cessé d'exister malheureusement et il est encore très présent aujourd'hui et il faut encore lutter contre. Il y a beaucoup de... On le sait, ça génère des morts. Le racisme, voilà, c'est pas quelque chose de lointain. C'est quelque chose qui a une histoire continue. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les violences policières et tous ces meurtres, en fait, qui visent des jeunes personnes noires, arabes, etc. dans les quartiers populaires, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. Et c'est du racisme structurel qu'il est important de dénoncer. Il faut pas faire comme si ça n'existait plus. Voilà, comme si on était sur quelque chose qui appartenait à l'histoire, pas du tout. Donc évidemment, c'est un procédé qui est tout à fait contestable. Là où votre histoire de changement, elle est importante et intéressante, et c'est pour ça, je pense que c'est extrêmement utile que des personnes qui ont pu évoluer assument leurs erreurs antérieures et en témoignent. C'est parce que c'est aussi un message qu'on adresse aux personnes qui se rendent compte que c'est problématique. Parfois, l'effort de pédagogie, on n'a plus envie de le faire parce qu'on a été très souvent mis de côté, pas entendu, pas écouté, déconsidéré. Mais après, il faut avoir la volonté pas la volonté, mais plutôt l'énergie requise pour continuer à faire un travail de pédagogie, et j'entends tout à fait que des personnes n'ont plus cette énergie-là. Néanmoins, cet exemple-là montre qu'il y a des personnes qui sont en capacité d'entendre et d'intégrer des critiques. Et je pense que c'est important du coup de citer les personnes aussi qui ont fait ce travail-là. Moi, j'ai relu un petit peu les échanges qu'il y a eu à l'époque. Donc, on peut citer Georges Louitin du CRAN qui avait pris le temps d'échanger avec vous. Il y avait aussi des militantes qui étaient à la fois racisées et antispécistes. Je pense à Sabrina, je pense à Maëve. Alors, je donne pas leur nom de famille parce que je leur ai pas demandé l'autorisation. Mais en tout cas, voilà, c'est des prénoms de personnes qui ont fait ce travail auprès de vous et qui ont cru en votre capacité à comprendre pourquoi ça posait problème. Et elles vous ont permis de devenir un collectif beaucoup plus politisé qui intègre cette question-là. C'est-à-dire que ça a été un changement, certes, sur une date précise. Vous n'avez pas fait ce que vous aviez initialement prévu, mais clairement, ça a été un tournant pour vous. Oui, complètement. Et ça, moi, de mon côté, ça m'a permis de réfléchir aussi sur l'utilisation de l'analogie, qui est quelque chose dont on use beaucoup trop, il me semble, en matière de lutte antispéciste. L'analogie, c'est sûr que ça a une utilité en termes d'analyse politique ou sociétale, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui est utilisé par tous les sociologues et c'est un outil en fait de perception, d'agrandissement, d'éclairage sur nos luttes. Mais l'analogie, c'est un outil de dominant, très clairement, parce que les personnes qui souffrent, les personnes racisées par exemple, n'utilisent jamais l'analogie pour faire comprendre qu'elles souffrent. C'est toujours les dominants en fait qui vont utiliser l'analogie dans leur théorie, etc., pour essayer de faire des comparaisons, de faire comprendre les choses. Et alors, ça déjà... Peut-être expliquer pour les personnes qui sont moins dans le milieu antispéciste que nous, il y a 3 analogies en gros qui sont beaucoup employées dans le milieu antispéciste, qui est l'analogie avec l'Holocauste, l'analogie avec l'esclavage et l'analogie avec le viol par rapport à l'insémination artificielle des vaches. Et donc il y a effectivement 2 camps qui s'opposent très fortement entre les personnes qui pensent que l'analogie a du sens et les personnes qui disent attention, il y a quand même un risque très fort d'instrumentalisation d'autres luttes avec ce que tu disais, c'est-à-dire potentiellement ce risque de laisser entendre que cette lutte-là n'existe plus, qu'elle n'a plus d'acuité, qu'elle n'a plus de nécessité et que du coup on peut s'en servir comme d'un tremplin pour parler d'une autre lutte.
Voilà, tout à fait, se mettre à la remorque ou voilà, c'est ce que j'appelle, oui, c'est de l'instrumentalisation pure en fait, tout à fait. Et puis c'est vrai que ce que je trouve aussi problématique finalement dans l'analogie, c'est que plus rien n'est singulier en fait, et c'est y compris d'ailleurs du côté des animaux. Je veux dire, les animaux existent aussi par leur corps, ils existent par leurs propres expériences, ils ont leur propre histoire d'exploitation et d'oppression. Avons-nous besoin en permanence d'aller convoquer d'autres luttes finalement pour parler d'eux? Est-ce que c'est forcément nécessaire? Alors bien sûr, les animaux n'ayant pas, ne parlant pas le même langage que nous et ne pouvant pas passer par la forme écrite, c'est aussi toujours très compliqué quand on est dans la lutte antispéciste de faire comprendre par exemple la souffrance ou les mécanismes de domination. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on est très tenté d'aller chercher ailleurs en fait, dans les luttes, on va dire, qui concernent les personnes humaines, pour faire court. Et c'est vrai qu'on a du coup tendance à avoir beaucoup recours à l'analogie. Après, il faut voir comment on la présente, ce qu'on en fait, etc. C'est déjà pas la même chose de comparer des processus de domination qui sont employés, de manière parallèle, par exemple dans l'histoire. Si je parle de l'exploitation animale, par exemple, et de l'exploitation des peuples autochtones au Brésil, qui a été effectivement, des processus qui ont été employés de manière parallèle et par les colons, c'est quelque chose qui fait sens, en matière historique, mais néanmoins, c'est une comparaison sur les processus, de domination. Ça va pas être quelque chose, je compare pas l'essence, des individus. C'est deux choses qui sont assez différentes et qui exigent de faire beaucoup de subtilité théorique, mais je crois que de toute façon... Et on a rarement le temps de faire ces subtilités théoriques-là. C'est-à-dire que là où je te rejoins totalement, c'est que ces analogies, malheureusement, il y avait un activiste américain dont le nom m'échappe, mais qui disait qu'on prenait rarement le temps de déployer le film pour expliquer pourquoi cette analogie pouvait potentiellement être pertinente, quelles étaient les choses qu'on pouvait retrouver qui créaient des communs, et que on utilisait ça un petit peu. Il appelait ça la méthode fast-food, c'est-à-dire qu'on prend un truc qui est énorme, qui est bourratif, on te le balance en pleine gueule, on te laisse avec et on t'explique rien, et du coup ça crée du confusionnisme potentiellement, et ça permet pas nécessairement effectivement de penser la singularité des luttes. Non, tout à fait. Et en plus, du côté de la lutte antispéciste, il n'y a pas du tout de travail historique qui est fait sur l'exploitation animale. En tout cas, il y en a, mais c'est de manière très marginale. Et on aurait besoin d'expliquer aussi comment est née l'exploitation animale, comment sont nés les premiers grands abattoirs, etc. Et toute cette histoire-là, elle nous permettra aussi de mieux comprendre ce qui est singulier, en fait, dans la lutte antispéciste. Et malheureusement, il y a peu aujourd'hui de documents, il y a peu de conférences qui sont organisées sur ce sujet-là. Moi, j'ai toujours été surprise sur l'indifférence de la lutte antispéciste par rapport à l'ennemi, c'est-à-dire c'est pourtant une lutte, pour être efficace, elle doit toujours regarder du côté de son ennemi, de ce qu'elle combat, regarder comment dans l'histoire s'est imposée l'exploitation, qui est-ce qui en a décidé à un moment donné, comment ça s'est fait, comment on a domestiqué les animaux, comment on a rendu le processus industriel, comment le capitalisme s'en est emparé, etc. Parce que moi je parle d'un point de vue matérialiste, mais tout ça c'est quelque chose qui mériterait d'être documenté. Et peut-être que si on avait l'histoire du côté des vaincus, du côté des animaux qui ont été vaincus, eh bien on n'aurait pas besoin d'aller en permanence chercher des analogies ailleurs. Et je crois qu'au lieu justement d'aller, comme tu dis, se servir d'analogies en version fast-food, eh bien on ferait mieux de creuser en fait l'histoire de l'exploitation animale. Ça serait beaucoup plus productif. Et surtout aussi de s'atteler à combattre en fait la catégorie aussi politique animale, en fait le processus d'animalisation. Et en plus, moi je fais une grande différence, les personnes racisées sont peut-être aussi beaucoup plus légitimes d'en parler que moi, par exemple. Moi, les sœurs Co, quand elles parlent effectivement de l'imbrication du racisme et du spécisme, elles le font, et là elles vont plus loin qu'une comparaison des processus de domination, puisqu'elles imbriquent les deux dominations au point de dire qu'on ne peut pas lutter contre le racisme si on ne se soucie pas du spécisme. Donc elles vont beaucoup plus loin en fait. Elles font même plus qu'une analogie, mais elles peuvent le faire aussi de par la place et ce sont des personnes racisées, donc elles peuvent aussi se permettre des choses. Et moi je trouve que c'est très bien que l'inspiration vienne de ce côté-là. C'est pas forcément à nous de porter ce discours-là. Et ça c'est aussi quelque chose qui est parfois mal perçu dans l'animalisme, de se dire non, là je ne suis pas à ma place pour m'exprimer
de ça. C'est exactement la même chose sur le féminisme. Voilà, combien on va avoir d'hommes qui nous parlent de de ce que c'est que d'être une femme dans notre société, etc. Ben, on ne le tolère pas. Et ben voilà, soyons aussi attentifs à ça, il me semble. Hein. Alors, quand vous avez publié le communiqué par lequel vous annonciez l'annulation de votre action, il y a plusieurs personnes qui ont réagi. Et je voudrais citer les propos toujours de Maëve, que j'ai déjà nommé, qui disait deux choses que je voudrais te lire, parce que je les trouve intéressantes. Donc elle disait donc déjà merci pour cette prise de décision qui est courageuse et qui a été difficile pour vous. C'est un pas important pour la compréhension mutuelle qui unisse nos luttes, l'antispécisme et l'antiracisme. Ce n'est pas un échec, mais une attitude exemplaire que cette réflexion ayant amené à l'annulation de cet événement. Et on peut espérer qu'elle entraînera un cercle vertueux pour un futur commun antiraciste et antispéciste. Merci également Tiffaine et l'équipe de 269 Libération Animale d'avoir mis le lien vers le site du CRAN, c'est ce que vous aviez fait à la fin de votre communiqué. Et donc moi j'ai trouvé ça utile, malgré les mois que ça avait suscité, que les personnes aussi prennent le temps de vous remercier, parce que j'imagine que vous avez eu des réactions extrêmement contradictoires, avec sans doute beaucoup de personnes qui vont se dire oh là là, c'est dommage pour les animaux. Oui, bien sûr, il y a toute une partie du milieu animaliste qui n'a pas eu de très bonnes réactions, en tout cas pas de réaction positive suite à la décision d'annulation, et qui a préféré effectivement tomber dans ce qu'on pourrait appeler des insultes, de lâcheté ou de choses comme ça. Mais ça, j'ai envie de dire peu importe, mais à côté de ça, il y a eu de nombreuses réactions positives et qui ont été fédératrices et en plus fondatrices pour 269 Libération Animale, parce que cette erreur-là a créé un nouveau 269 Libération Animale, et évidemment je ne remercierai jamais assez ces personnes d'avoir eu le courage aussi de s'opposer en fait à ce projet de happening, d'oser le dire, d'oser justement montrer ce qui était problématique, et puis ensuite d'avoir cette démarche bienveillante de reconnaître en fait l'utilité de cette décision d'annulation, parce que évidemment ça a permis une toute autre approche, ça a permis un virage significatif qui nous a fait ensuite comprendre que c'est pas comme ça qu'on construirait des liens avec la lutte antiraciste, ce qui pourtant avait été quelque chose qui nous habitait dès le début. Hein. C'est ça qui peut paraître, je le redis, mais on n'est pas passé nous n'étions pas avant cela des personnes qui étions racistes. C'est pas ça l'objet de cette discussion. C'est simplement c'est aussi dans notre approche en fait, dans notre manière d'envisager la lutte antispéciste, que nous avions une approche raciste en fait. Et ça, il faut oser le dire. Et moi, j'ai pas de mal à le dire, et ça a ensuite changé beaucoup de choses sur la manière de construire des liens. Il y a 2 semaines, je faisais un débat une conversation avec la politologue Fatima Ouassak, justement sur ces problématiques-là, sur comment on construit du lien. Si on n'est pas bienveillant entre nous, évidemment ça ne sera pas jamais possible, et il faut comprendre en fait, et j'ai encore vu il y a 15 jours combien les analogies pouvaient créer en fait une barrière entre la lutte antispéciste et la lutte antiraciste. Et en fait, la frontière, elle se fait, elle est mise en place en fait par l'utilisation de l'analogie. Donc, à partir du moment où un instrument, provoque de la scission, il faut tout simplement s'en défaire, comprendre que ce n'est pas le bon, et changer complètement d'approche. Et à partir de ce moment-là, 269 a vraiment adopté une autre stratégie. Il a essayé de devenir. Alors, je déteste cette expression de vouloir massifier ses rangs, ou Fatima Ouassak, elle dit très justement, il y a beaucoup de mouvements écolos ou antispécistes blancs qui essaient de colorer leurs rangs. C'est pas du tout justement notre approche des choses. C'est plutôt de se montrer accueillant en fait pour d'autres projets, pour d'autres antispécismes, parce que moi je ne doute pas qu'il y ait d'autres antispécismes qui naissent du côté des personnes racisées qui ont une toute autre approche que la nôtre, et on peut travailler ensemble, on peut
réfléchir ensemble, mais je suis pas la grande donneuse de leçons qui va aller dispenser la bonne parole antispéciste. C'est ça aussi, ça a tout changé en fait, ça a aussi changé le point de vue depuis lequel on parle. À partir de ce jour-là, j'ai mon point de vue, ma place en fait a complètement changé. Je n'étais plus la sachante qui diffusait un discours antispéciste universel qui pouvait s'adapter à tout le monde et qui avait pour vocation de sensibiliser et de choquer les masses. Pas du tout. À partir de ce jour-là, je n'ai parlé qu'en mon nom, tout simplement, et ça pose pas de problème en fait. Mais c'est juste que 269 est devenu plus accueillant pour d'autres projets antispécistes et il s'est nourri d'autres idées. Je voudrais citer encore une fois Maëve qui, dans un dernier message, a écrit « Chaque lutte demande énormément d'énergie. Déconstruire le privilège blanc, je parle là en termes sociologiques, sera bénéfique autant pour les militantes et militants racisés présents et à venir que nos alters animaux. Nous serons plus nombreux dans la lutte, nous sommes complémentaires et on peut bien sûr être dans ces deux luttes aussi. » Et ça me fait penser à une proposition qui a été faite par ce qu'on a appelé l'école du Québec, donc c'est les chercheuses et les chercheurs qui travaillent sur la question antispéciste au Québec. Alors je ne me souviens plus si ça a été fait par Frédéric Côté-Boudreau ou par Dalila Awad, mais en tout cas il y avait cette idée de distinguer la solidarité active de la solidarité passive. Et je trouve que c'est une distinction qui est intéressante parce que c'est très difficile quand on travaille sur différentes luttes dans une solidarité active, parce que chaque lutte a des stratégies qui sont différentes, parce qu'on n'en est pas au même stade de la lutte, et chaque lutte nécessite un niveau d'expertise important. Et donc c'est difficile d'être active dans différentes luttes parce qu'on n'a tout simplement pas le temps requis. Néanmoins, on peut du coup, à défaut d'être dans une stratégie de solidarité active, être dans cette solidarité passive qui consiste à au moins ne pas causer de tort. Et il me semble qu'en acceptant de ne pas utiliser cette journée, donc l'intitulé exact, je l'ai noté, donc la journée du 10 mai, c'est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Donc ne pas se servir de cette journée pour faire une action animaliste, ça participe de cette idée d'être dans une solidarité passive. Est-ce que c'est des notions qui te parlent, toi, cette idée de solidarité passive et active ? Oui, bien sûr, et je crois même qu'au-delà de la solidarité passive, ça pose aussi la question du modèle de société que l'on défend quand on est antispéciste, parce qu'en fait le problème le plus large qui se pose, c'est aussi le manque de politisation de la lutte antispéciste. À partir du moment où on ne réfléchit pas en fait au système de pouvoir et de domination qui produisent en fait le monde tel qu'il est aujourd'hui, on est complètement à côté de la plaque selon moi. On ne peut pas isoler en fait les animaux dans une catégorie et dire je ne m'occupe que des animaux et le reste m'importe peu. On le redit encore, mais les animaux font partie de ce monde, font partie de cette société, tout est articulé ensemble, les violences d'ailleurs s'articulent aussi ensemble, et il faut penser le monde dans sa globalité, et je crois que ça c'est un problème qui est général en fait dans le milieu antispéciste, et il faut absolument travailler aussi là-dessus, parce que le milieu antispéciste doit se dire antiraciste. Ça c'est quelque chose qui me choque énormément. C'est cette difficulté, ne serait-ce qu'à le dire. En fait, on doit rendre le projet politique de l'antispécisme aussi accueillant. C'est ça aussi une forme de solidarité, pour moi. Accueillant pour les autres luttes. Et c'est pareil d'ailleurs antisexiste aussi, bien sûr. Mais c'est des choses qui sont encore aujourd'hui très problématiques dans le milieu animaliste. Et moi, je vois comme nous sommes aujourd'hui, on va pas se mentir, quand même, on est parfois détestés, en fait, dans le milieu animaliste traditionnel parce qu'on a ce discours-là politique que j'appellerais de gauche ou intersectionnel, mais on nous dit toujours vous n'êtes pas à votre place quand vous dites cela. Mais c'est quoi en fait notre place ? Notre place est dans le monde, et le monde est parcouru malheureusement par divers systèmes de domination, et moi je pense que ça c'est une réelle problématique qu'on ne soulève pas assez, et qui moi m'inquiète beaucoup. Ces relents un petit peu réactionnaires d'ailleurs qu'on trouve dans le milieu animaliste, qui voudraient opposer les gentils animaux aux méchants humains, tout ce discours très dépolitisé, et aussi qui se focalise par exemple sur l'Aïd, qui est encore qui sert en fait un discours islamophobe, etc. On peut quand même le signaler, aujourd'hui il y a un collectif fasciste antispéciste qui s'est créé, ça s'appelle le réseau Pythagore, il se revendique comme étant contre
contre l'intersectionnalité au sein de l'animalisme. Enfin, moi, je trouve ça très inquiétant. Il y a un retour quand même. Moi, je le sens. Moi, qui gère des réseaux sociaux pour 269 Libération Animale, je trouve qu'il y a quand même la réactivation d'un discours très réactionnaire dans les milieux animalistes, qui moi me semble hyper problématique à un moment donné où on a justement envie de construire des liens avec les autres luttes et d'œuvrer justement à un monde plus juste et plus égalitaire ensemble. Et je crois que ça, c'est vraiment une bataille dans laquelle 269 est déjà engagé depuis longtemps, mais dans laquelle on veut en tout cas continuer d'évoluer, et il faut faire attention à ça. De ma fenêtre, en tant que militante de gauche extrême, je ne sais pas comment me qualifier autrement, clairement c'est la ligne de fracture principale que moi je perçois. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, comme tu l'évoquais très justement, deux tendances antagonistes dans le milieu animaliste, qui consistent d'un côté à penser que ce qui compte, c'est de libérer les animaux, et que, quelle que soit l'opinion, les positionnements politiques des militantes sur les autres questions d'émancipation, de libération, finalement, c'est pas grave si on a des personnes qui sont racistes, qui sont sexistes, qui sont transphobes, tant que ces personnes viennent grossir les rangs des militants animalistes pour pouvoir aider à arrêter de manger des animaux, arrêter de les consommer, etc. Et une frange qui, pour l'instant, me semble plus petite, plus sous-représentée, de militantes et militants qui disent non, en fait, on veut un antispéciste qui se fonde sur ce principe de base qui est d'être antisexiste, antiraciste, et quitte à perdre des militants qui sont en règle générale des militants dans des positions de domination, donc des personnes blanches, surtout des hommes. Et ça me rappelle un échange que j'ai lu récemment sur Twitter, où Victor Durand-Lepeuch, qui est l'animateur du podcast Comme un poisson dans l'eau, qui partageait sur son compte Twitter un travail qui avait été réalisé et qui identifiait différentes mouvances d'extrême droite ou des mouvances transphobes. Et dans les mouvances transphobes qui étaient listées, il y avait un collectif antispéciste qui s'appelle Boucherie Abolition, et en dessous de ce thread qu'il a fait sur Twitter, il y a une personne qui a une certaine reconnaissance dans le milieu animaliste, puisque c'est un des cofondateurs des cahiers antispécistes, qui s'appelle David Olivier, qui, comme il l'a déjà fait à de très nombreuses reprises, voilà, quand on est impliqué dans le mouvement antispéciste, c'est pas étonnant de le voir réagir sur ce type de propos, qui disait en gros, en substance, c'est important que le mouvement animaliste reste accueillant pour tout le monde, et pourquoi pas des transphobes, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on viendrait pointer la transphobie de militants animalistes alors que, à contrario, on ne vient pas pointer le spécisme de militants trans. Et c'est un peu cette rhétorique qui revient de façon extrêmement répétée dans le milieu animaliste, qui consiste à dire pourquoi est-ce qu'il y aurait une exigence vers les militantes et les militants animalistes pour prendre en considération les autres luttes d'émancipation, alors qu'on n'a pas une exigence similaire, analogue, pour les militantes des autres luttes. Alors, quel est toi, ton positionnement là-dessus ? Je t'envoie la balle, mais je pense qu'on va avoir la même conception des choses. Alors, j'ai pas peur de dire que ça, pour moi, c'est un discours qui est ridicule et pire, dangereux. Il est extrêmement dangereux parce qu'encore une fois, il ne contextualise pas du tout les problématiques, les luttes, etc. La lutte antispéciste est jeune, elle est récente, elle n'est pas théorisée d'ailleurs depuis si longtemps, elle n'est pas mise en pratique non plus depuis longtemps, et ça exige évidemment un positionnement qui est complètement différent. Ça va de soi. Je veux dire, on arrive quand même dans un monde qui est déjà travaillé par d'autres luttes, qui est déjà travaillé par des rapports de domination, et ce n'est pas en arrivant et en disant puisque toi tu n'es pas comme ci, moi je ne serai pas non plus comme ça. Enfin bref, là on est dans la cour d'école pour moi. Enfin c'est vraiment un raisonnement qui est même, je dirais, qui est hyper dangereux quand on conçoit en fait
c'est plutôt pour moi un problème en fait de monde que l'on souhaite ou pas. Voilà, il y a dans le milieu animaliste en fait il y a une problématique, c'est que il y a certaines personnes ne luttent finalement que pour la fin de l'exploitation des animaux, mais je crois qu'un monde capitaliste travaillé par d'autres oppressions leur conviendrait en fait finalement. Alors que si on a envie d'un monde plus juste, plus égalitaire, alors voilà, même si ça paraît très illusoire, et qu'on a envie en fait d'agir et de peser en fait sur tous les rapports de domination et d'abolir en fait ce qui provoque ces rapports de domination, donc d'avoir une vue beaucoup plus systémique, beaucoup plus générale, etc. Et ça c'est évidemment voilà l'approche dans laquelle nous situons. Donc à partir de ce moment-là, oui, on peut pas tenir en fait ce genre de discours très enfantin, me semble-t-il. Et en plus qui ne prend pas en compte tout ce qu'a dû traverser en fait la lutte antiraciste. Enfin ça n'a pas été facile. C'est une lutte qui a toujours été voilà difficile. Il faut quand même rappeler voilà l'histoire quand même. Enfin c'est une lutte qui a démarré avec l'esclavage, etc. C'est quand même c'est des luttes aussi qui sont traversées par les luttes décoloniales. Tout ça c'est quelque chose qui est dur, qui est rude, qui a fait des morts, qui a emmené des gens en prison, enfin, et évidemment qu'on peut pas nous arriver comme ça et puis ouais, exiger que tous les autres soient déjà pleinement rompus à nos idées, en fait, tout simplement. Et puis encore une fois, mais vu la manière dont est présenté l'antispécisme aujourd'hui, mais comment voulons-nous être pris au sérieux? Enfin, quand on voit les personnes qui s'expriment dans l'antispécisme aujourd'hui, mais ça fait peur, très honnêtement, entre Brigitte Bardot et David Olivier, enfin voilà, excuse-moi Géraldine de le dire, mais moi ça ne me donnerait pas envie, vu de l'extérieur. Comment voulez-vous qu'on parle en fait à des personnes, voilà, c'est pas possible, enfin pour moi. Ces personnes-là n'incarnent rien, si ce n'est un discours qui est extrêmement problématique, sexiste, raciste, voilà, transphobe, etc. Et encore une fois, ouais, je trouve ça très dangereux. J'ai trouvé extrêmement important l'argument que tu viens de déployer sur la question de l'antériorité des luttes. C'est-à-dire que dans le milieu antispéciste, il y a une attente de symétrie. C'est-à-dire qu'on se dit, à partir du moment où nous, on a cette exigence de prendre en compte les luttes antiracistes et antisexistes, pour ne citer qu'elles, on attend de manière légitime à ce que l'inverse soit fait également dans les autres luttes. Et moi, je pars du principe, comme toi, que on ne peut pas avoir cette attente-là, tout simplement parce qu'on est une lutte beaucoup plus jeune, c'est-à-dire une lutte qui en est encore dans une étape où elle essaye de se faire connaître, qui en est encore dans une étape où en fait on fait un travail de pédagogie. Et la différence fondamentale, c'est que ces autres luttes ont une telle antériorité qu'elles ont réussi dans la plupart des pays à être retranscrites dans le corpus législatif. Il faut quand même rappeler que le sexisme et le racisme, en théorie, sont des délits. Alors que le spécisme, il est autorisé par l'appareil législatif. On est dans une société où toutes les pratiques spécistes sont légales. Donc comment est-ce qu'on peut attendre de mouvements qui sont anti-sexistes, qui sont antiracistes, d'intégrer des pratiques qui, pour l'instant, ne font même pas encore l'objet d'une réflexion au niveau du cadre juridique, qui est le cadre qui actuellement pose les normes du vivre ensemble et le cadre dans lequel on évolue, tout simplement. Et en plus de ça, ce qu'on oublie, en règle générale, quand on vient reprocher à des militantes et des militants antispécistes de vouloir intégrer les questions de sexisme et de racisme, c'est que peut-être que si notre activité principale se situait dans les luttes féministes ou dans les luttes antiracistes, on aurait cette volonté de l'intérieur d'une personne qui est sincèrement engagée dans cette lutte de vouloir intégrer l'antispécisme. Sauf que nous, notre lutte principale, celle à laquelle on dédie le plus de temps et d'énergie, c'est la lutte antispéciste. Donc c'est aussi logique que nos convictions antiracistes et antisexistes, on veuille les faire intégrer dans la lutte qui compte actuellement, dans le temps qu'on dégage, dans l'énergie qu'on développe. Il y a aussi évidemment cette logique-là. Bien sûr, et en plus, ça c'est un travail qui va
va prendre quand même de longues années, il me semble. Je veux dire, là actuellement, le mouvement antispéciste n'est pas accueillant en fait pour les autres luttes. Quand on dit ça devrait être, on a toujours l'impression que ça devrait être presque naturel en fait. Que mais pourquoi est-ce que la lutte antiraciste ne s'intéresse pas à nous? Ça devrait presque être naturel. Mais comment veut-on que ça soit naturel à partir du moment où l'animalisme, on va dire majoritaire en fait, avance en fait des arguments qui sont quand même hyper problématiques et surtout se présente toujours un petit peu comme donneur de leçons finalement, comme présentant un projet politique qui serait universel, parfait. Voilà, on présente un antispécisme qui est parfait, qui n'a pas besoin d'être retouché, vous devez absolument y adhérer. Déjà, moi, ça me pose problème, ça, cette espèce de hiérarchie du haut vers le bas, cette espèce de volonté toujours d'aller sensibiliser. Voilà, comme si notre projet était parfait et qui n'était pas susceptible d'évolution, d'amendement ou de modification. Ça, c'est déjà une posture qui est problématique dans l'antispécisme. C'est pas vrai, et comme tu l'as rappelé, Géraldine, l'antispécisme est jeune, il a besoin d'être encore retravaillé dans ses principes, même dans son approche, etc. Et donc, on doit écouter, en fait, les autres. Il faut écouter les autres luttes et faire toujours cette démarche-là, d'être curieux, d'être imaginatif, d'être solidaire. Surtout, ça me semble, moi, essentiel. Et justement, ton podcast a aussi cette vertu de montrer que parfois, les erreurs servent d'évolution, ce sont des changements qui sont fondateurs, etc. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment super important. Nous n'avons cessé d'évoluer, sur les 8 dernières années, aussi en partie sur des erreurs, sur des places, sur des idées nouvelles, etc. Et moi, ça me semble être fondamental. Et je crois que d'un côté comme de l'autre, il faut vraiment, faire ce chemin. Et peut-être que oui, c'est plus dur dans l'antispécisme, mais c'est normal. Voilà, c'est normal parce qu'on est une lutte qui est jeune, on est une lutte qui a longtemps porté une théorie extrêmement problématique, et surtout, on est une lutte blanche. Enfin, c'est quand même quelque chose qui n'est jamais interrogé dans l'animalisme, c'est la blanchité de ce milieu. Et pourquoi? Et ça aussi, on devrait se poser la question, parce qu'il y a bien des solutions à trouver, des problèmes à poser aussi sur cette blanchité quand même. Et effectivement, je pense que il y a quelque chose qu'on oublie parfois dans la lutte antispéciste, c'est que les personnes qui sont les premières concernées par le sexisme et le racisme sont potentiellement des personnes qui peuvent rejoindre notre lutte. Donc à partir du moment où on accepte que notre lutte soit traversée par du sexisme et par du racisme, on empêche que ces militantes et ces militants-là viennent nous rejoindre. Alors, je suis désolée de le reciter, mais bon, c'est quand même David Olivier qui très souvent met en avant cette nécessité de pouvoir accueillir tout le monde. Mais en fait, ce que visiblement il n'arrive pas à comprendre, c'est qu'à partir du moment où on accueille des sexistes et à partir du moment où on accueille des racistes et on accueille des transphobes, de fait, on empêche les personnes trans, les personnes racisées et les personnes femmes à rejoindre le mouvement. En fait, on le sait, la position neutre, c'est la position qui va du côté du dominant. Donc, à partir du moment où on n'est pas clairement sur une ligne qui condamne les actes, les propos racistes, sexistes, transphobes, on empêche que cette lutte soit accueillante. Bien sûr, et puis l'antispécisme, pour moi, c'est une lutte de gauche. Je me verrais pas accueillir au sein de 269 des personnes racistes ou sexistes. Enfin, moi, ça me semble être en fait même je dirais presque un non-sujet, parce que pour moi, j'inscris précisément l'exploitation animale dans un système plus vaste de domination, de pouvoir, etc., d'oppression, et je ne conçois même pas qu'on puisse accueillir en fait ou se dire même antispéciste en étant à côté de cela raciste, transphobe, etc. Enfin, ça me semble être déjà en soi en fait un positionnement problématique. Il me semble qu'on ne pratique pas en fait le même antispécisme. Je crois vraiment que ça, il faut oser le dire aussi, c'est que oui, il y a une fracture qui est beaucoup plus profonde que le simple fait de savoir qui on accueille dans nos collectifs et nos associations. Je crois qu'on ne pratique pas en fait le même antispécisme et qu'on n'a pas la même vision en fait des choses, et ça c'est c'est un problème qui traverse tout le mouvement animaliste.
Peut-être, est-ce que vous, quand vous avez décidé du coup de ne pas mener cette action, alors on a un peu parlé des réactions externes, c'est-à-dire qu'il y a eu à la fois des personnes qui vous ont soutenu et puis d'autres personnes qui n'ont pas compris. Qu'est-ce que ça a joué en interne ? Alors je dirais qu'on a toujours eu la chance d'avoir des camarades qui étaient aussi en capacité d'évoluer finalement comme nous. Je crois que vraiment ça c'est une grande force, c'est que dans le groupe on a parfois été aussi beaucoup inspirés par les réflexions de certains camarades. Les discussions nourrissent aussi beaucoup les évolutions au sein de 269 Libération Animale. Et vraiment, on a été complètement soutenus et accompagnés d'ailleurs dans cette décision d'annulation. Si bien que quelques mois plus tard, on a fait une action dans une ville dont le maire est au Front National et qui organise chaque année ce qu'on appelle la fête du cochon, qui est une provocation islamophobe. Et nous y sommes allés pour perturber cette fête avec un discours qui portait le message pas de racisme et pas de spécisme. Et c'est une action qui a été aussi très fondatrice dans notre histoire parce que c'était clairement aussi justement quelque chose qui était pensé en fait vraiment contre les deux les deux oppressions. Et là pour le coup c'est le FN qui liait les deux d'ailleurs qui exploitait les animaux et qui en même temps faisait cette fête évidemment comme une provocation contre les personnes de confession musulmane. Et ça a été quelque chose qui a été très mal reçu dans le milieu animaliste. On nous a dit qu'on n'avait rien à faire là-bas, que de toute façon il y avait l'Aïd et qu'il fallait aller mieux perturber l'Aïd plutôt que de faire ça. Ces personnes-là, nous ne les voyons jamais dans les abattoirs, bien sûr, quand on fait des blocages ou des libérations, je tiens à le préciser. Mais bref, ça a été quelque chose qui a été et j'en ai parlé avec on en a parlé avec les camarades évidemment, ils ont tous été très très enthousiasmés aussi par cette approche-là. Et ça c'est peut-être une des tentatives pour se montrer aussi accueillant pour les personnes racisées qui pourraient penser effectivement de l'extérieur que le milieu antispéciste n'est pas fait en fait pour elles tout simplement. Et ce que je peux comprendre parce qu'on parlait de la blanchité, mais oui c'est je crois que le discours aujourd'hui que l'on tient provoque en fait cette blanchité. C'est pareil, il y a un discours qui est très anti-religion par exemple dans le milieu antispéciste, et ça pour moi c'est un problème parce que c'est pas en fait notre sentiment en fait antispéciste, il peut venir de plein de sources différentes et ça c'est inconcevable pour la plupart des personnes. Quand je dis qu'il y a par exemple une association de personnes musulmanes qui lutte contre l'exploitation animale, ça existe, mais c'est par la religion musulmane qu'ils sont venus en fait à l'antispécisme. Et oui, c'est possible parce qu'il y a des versets dans le Coran qui sont qui peuvent servir en tout cas de point de départ pour une spiritualité antispéciste, et ces personnes-là ont envie de les convoquer dans cette optique-là, et c'est leur droit. Et peut-être qu'elles sont entrées en fait dans la sensibilité aux animaux par la porte de la religion. Alors nous ça nous paraît complètement mais non c'est impossible, toutes les religions il faut les détruire, etc. Mais ça c'est un discours très qui tend un peu à une université blanche, une universalité, je vais y arriver, blanche, où en fait l'être parfait antispéciste serait blanc, anti-religion, un homme européen, etc. Et ça, moi, ça me pose problème en fait. Parfois, la spiritualité est une porte d'entrée dans l'antispécisme, et on pourrait l'accepter en fait tout simplement, et ça irait beaucoup mieux. On n'a pas besoin de tenir toujours ce discours de façonner cette fausse identité antispéciste parfaite et qui à mon avis n'a vraiment aucun sens en fait. Je pense qu'il faut aussi travailler sur ces aspects-là. C'est très anecdotique ce que je dis, mais c'est vrai, n'empêche, parce que moi je l'ai beaucoup entendu ça de la part de personnes issues des quartiers populaires qui me disaient mais de toute façon le milieu antispéciste il est très anti-religion, et pour moi la religion a une part importante dans mon quotidien, donc j'ai pas envie d'aller vers ce milieu-là. Alors que par exemple toute la question du halal, en fait on la détourne à des vertus islamophobes, alors qu'elle serait très intéressante à poser justement dans le débat animaliste, parce qu'en fait le halal c'est une porte aussi d'entrée pour réfléchir sur l'exploitation animale. Et ça Fatima Wassak elle explique très bien dans son livre Pour une écologie pirate. Elle explique qu'en fait dans les quartiers
populaire, il y a ce débat sur la cause animale que nous on ne connaît pas, qu'on pense même qu'on pense inexistant. Exactement, alors qu'il existe, mais par la porte d'entrée de la religion. Et c'est beau de voir qu'il y a tous ces antispécismes depuis plein de points de vue différents qui pourraient en fait travailler ensemble, qui pourraient s'inspirer les uns les autres et qui pourraient surtout se rejoindre, dialoguer. Et moi je pense que le travail de 269 c'est aussi celui-là de faire en son sein exister plusieurs voies, plusieurs approches possibles, de montrer en tout cas qu'elles existent. Voilà. Et tu évoquais Brigitte Bardot. Alors c'est évident que pour des personnes racisées, le passif de Brigitte Bardot est très souvent connu. Elle a eu quand même plusieurs condamnations. C'est pas genre juste des propos dont on peut estimer qu'ils sont vaguement racistes. C'est des propos qui sont tellement racistes que même la justice l'a reconnu. Et moi, quand je suis devenue végétarienne, j'avais 10 ans et je suis devenue végane beaucoup plus tard. Alors sans doute par défaut de m'être renseignée suffisamment, mais clairement aussi parce que j'avais l'image de Brigitte Bardot qui est raciste et que je ne me reconnaissais pas dans un mouvement qui est raciste. Donc c'est une évidence que ça empêche les personnes racisées de se rapprocher de la question antispéciste, mais pas que. Et les militants anti-racistes à gauche, il y en a un certain nombre qui sont blanches et blancs. Et vraiment, je pense que les personnes qui croient que Brigitte Bardot n'est pas problématique ne se rendent pas compte à quel point c'est un épouvantail pour énormément de personnes. Bien sûr, et elle n'est pas la seule. D'ailleurs, il y a aussi, il y a toute cette, ce que j'appelle moi cette sensibilité réactionnaire en fait, tout ce discours-là dans le milieu animaliste qui veut en permanence en fait opposer, qui est très dépolitisé, un discours qui oppose les méchants humains aux gentils animaux. Oui, un discours qui est quand même, assez problématique, qui moi me semble, pas non plus être une porte d'entrée, facile. Pour tout type de public en fait, et des personnes, des personnalités même qui se revendiquent clairement d'extrême droite, il y en a quand même pléthore dans le milieu. Et de penser que les animaux sont forcément gentils, c'est aussi les essentialiser. Il y a aussi des animaux qui ont des comportements qui sont pas éthiques en fait. Mais bien sûr, et comme tu dis, de les mettre encore une fois, de réduire l'individu au groupe, toujours, ça c'est très fascisant, c'est de la sensibilité réactionnaire de faire ça, c'est-à-dire qu'on dissout toujours l'individu dans le groupe, on attribue à tout le monde les mêmes caractéristiques et puis basta quoi, on va pas plus loin. Et ça c'est effectivement un ressort, un mécanisme qui me semble être hyper problématique et dont le milieu animaliste d'ailleurs se sert pour l'Aïd, au lieu de faire valoir toutes les tentatives et elles sont nombreuses, de personnes de confession musulmane qui pratiquent par exemple le don au lieu de pratiquer le sacrifice, ou il y a plein d'associations qui le préconisent, qui l'expliquent très bien d'ailleurs avec leurs mots à eux. Au lieu que nous on transmette ça, nous on va préférer le milieu animaliste va préférer se focaliser sur cette fête-là, alors que c'est tous les jours pareil dans tous les abattoirs, et pour stigmatiser en fait une communauté, des personnes de confession musulmane. Et c'est des approches qui sont à déconstruire, évidemment. C'est des raccourcis un peu faciles. Je me souviens de ce propos de Christopher Sebastian, qui est un activiste antispéciste américain, qui au moment de la mort de George Floyd avait réagi parce qu'il y avait une photo qui avait beaucoup tourné. Il y avait des manifestations de personnes racisées devant un commissariat et il y avait une tête de cochon qui avait été brandie. Donc beaucoup de militantes et militants animalistes s'en étaient offusqués en disant mais là ils sont en train de dénoncer le racisme, mais en fait ils font preuve de spécisme puisqu'ils sont en train de prendre cette tête animale pour dénoncer les violences policières. Et Christopher Sebastian, ce qu'il en disait, c'était mais en fait tout le monde est spéciste, les noirs comme la police, et si à un moment donné dans un contexte où les noirs essayent d'acquérir des droits, votre priorité c'est de dénoncer leur spécisme plutôt que de dénoncer le spécisme de la police, ça montre bien qu'il y a un défaut de priorisation en fait, et que ça ne sert qu'à un agenda qui finalement est raciste. Bien sûr, et puis encore une fois, les personnes racisées vivent l'oppression en fait dans leur chair, dans leur corps, pour certaines, quotidiennement on pourrait dire. Alors c'est très facile d'aller donner des leçons quand on a une identité qui nous permet de passer au travers des systèmes de domination, ou en tout cas d'occuper la place du dominant. Donc c'est très facile d'aller donner des leçons. Là, je pourrais faire une petite parenthèse sur mon expérience peut-être personnelle, je me le permets. Je suis
depuis toujours bien évidemment sensible au sexisme, etc. Mais c'est quand il m'arrive une épreuve assez terrible à ce niveau-là, quand je le subis de plein fouet, que tout d'un coup je me rends compte en fait comme ça influe en fait sur ma perception de la lutte antispéciste, sur aussi la priorité que je peux donner à l'une ou à l'autre, etc. Et tout d'un coup je comprends beaucoup mieux les choses. Et je crois que ça, la matérialité des oppressions, c'est quelque chose qu'on néglige dans les parcours militants, mais qui est fondamental pour moi. C'est que tout d'un coup, quand on y est confronté, je crois que ça donne une autre grille de lecture et qu'on comprend sans doute mieux aussi, comme ça peut faire souffrir parfois de ne pas être pris en compte, d'être méprisé, etc. Avant, par exemple, je me souciais depuis toujours de la présence du sexisme dans le milieu animaliste, mais peut-être pas de la même manière. Donc c'est très important en fait, et je crois qu'il faut encore une fois faire preuve de bienveillance, tout simplement. Et puis après tout, aussi une lutte, c'est traversé par le souci d'efficacité. Est-ce que c'est efficace, franchement, d'aller choquer en permanence des personnes racisées, de se les mettre à dos en fait, tout simplement, d'être sans arrêt dans un discours de confrontation avec elles? Est-ce que c'est quelque chose qui est efficace pour la lutte antispéciste? Est-ce que vraiment il me semble pas. Enfin, pas du tout. Et pour faire le parallèle avec la question du sexisme, est-ce que c'est efficace d'accepter que des harceleurs, que des agresseurs sexuels restent dans les rangs des militants antispécistes alors qu'ils ont un comportement qui est délétère pour de nombreuses femmes? Exactement. Et ça, on ne se pose jamais la question en ces termes-là, même si on reste que sur l'efficacité. Ben non, c'est pas du tout porteur, c'est pas du tout ça ne génère rien de positif en fait pour la lutte. Donc quel intérêt, à part encore une fois préserver en fait les privilèges des dominants comme d'habitude. Et ça c'est vraiment une problématique sur laquelle il faut se pencher sans tarder, me semble-t-il, parce qu'on est dans un moment très charnière, je crois, pour les luttes aussi, où il y a ce sentiment d'échec quand même qui est présent pour on pourrait parler aussi de la lutte écologiste, etc. Mais on sent quand même qu'on est dans des urgences. Il y a une menace quand même fasciste d'extrême droite qui est extrêmement présente. Je veux dire, les personnes aussi racisées, comment elles vivent ça? Comment elles vivent le fait que tous les jours sur BFM TV et compagnie, il y ait des débats sur les personnes migrantes ou les problèmes des banlieues, comme ils les appellent, etc. Comment on vit ça? Et on se sent en situation de danger, en fait, perpétuel. Et c'est pas en ce moment qu'il faut créer de la distance entre les luttes, il faudrait plutôt beaucoup de solidarité. Et si pendant un temps, il faut que les antispécistes, ils se montrent peut-être plus solidaires avec les personnes racisées qu'elles ne le sont en retour, c'est pas grave. C'est un effort qu'il faut faire, et puis ensuite on construira des choses ensemble plus tard et on sera plus fort. De toute façon, aujourd'hui on combat un ennemi qui est plus fort que nous toutes et tous réunis. Alors il serait peut-être temps de se solidariser et justement de lutter ensemble et de partager nos pratiques de lutte, nos expériences, et je crois qu'on gagnerait une puissance politique phénoménale. Donc il est grand temps. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as pris connaissance de cette tribune qui a été publiée sur ce site internet antispéciste qui s'appelle l'Amorce, et cette tribune donc qui s'intitulait, alors j'ai pas le nom exact, mais contre la culture de l'ostracisme dans le milieu antispéciste. Donc est-ce que tu l'as lu, première question, et deuxième, est-ce que tu pourrais réagir à cette tribune? Alors je l'ai lu, mais il y a fort longtemps, et la teneur exacte, j'en ai plus vraiment, il me semble que c'était vraiment pour se positionner contre la cancel culture, c'est ça, il me semble, voilà. Et sur le fait qu'il fallait, rester dans une démarche, plutôt, ne pas dénoncer en fait, finalement. Ne pas dénoncer et puis ne pas ostraciser les personnes qui ont eu des comportements problématiques. Donc toujours dans cette idée qu'il faut rester accueillant pour tout le monde, sans prendre en considération qu'à partir du moment où on accueille des personnes qui sont problématiques, forcément, ça fait fuir d'autres personnes qui pourraient s'impliquer dans la lutte si c'était, alors maintenant c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais il reste intéressant si c'était un safer space. Je dis pas safe space parce que ça n'existe pas, les espaces qui sont vraiment bienveillants, mais un espace qu'on tend à rendre bienveillant. Mais je crois que ça soulève aussi un problème de fond, c'est que la théorie antispéciste, l'antispécisme théorique, est aujourd'hui complètement dominé
dominés par des mâles blancs. Enfin, on va pas se mentir. Moi, j'ai pas de difficulté à le dire. Et du coup, ils envisagent en fait tout l'antispécisme à travers de leur regard, en fait, de leur domination, de leur position en fait de privilège. Et ils se permettent de nous donner, de bonnes leçons, dont celle justement, d'accueillir tout le monde. Et puis, si certaines personnes ont des comportements problématiques, finalement, c'est pas si grave que ça. Et ça, moi, je ne supporte plus, en fait, de recevoir les leçons de ces quelques mâles dominants qui aujourd'hui monopolisent en fait toute la théorie antispéciste, parce que ça c'est un problème dont on n'a pas parlé, mais aujourd'hui les voix féminines dans l'antispécisme sont très largement rabaissées, alors qu'on est quand même 90% sur le terrain de femmes, et pourtant la théorie est produite par principalement des hommes, hein. Donc c'est aussi il faudrait interroger ce problème-là, mais oui, là encore une fois c'est un discours qui du coup n'est pas du tout accueillant et pas du tout rassurant, bienveillant pour les femmes, pour les personnes racisées, pour les personnes trans, etc. Donc comment veut-on construire quelque chose si à l'intérieur en fait de notre milieu on n'a pas un regard, en fait on ne s'attache pas en fait à dénoncer ce qui ne va pas, à essayer de corriger en fait des comportements qui sont problématiques, etc. C'est sûr que ça ne peut pas marcher en fait, tout simplement. On peut pas créer de lien avec l'extérieur si à l'intérieur on tolère des comportements qui ne doivent pas être tolérés. Et je crois que là aussi c'est quelque chose. Mais encore une fois, c'est pas étonnant. C'est malheureusement pas étonnant, parce que je pense que tout ce petit groupe de théoriciens veut absolument défendre aussi son privilège, hein, tout simplement, et veut continuer de pouvoir se permettre de faire des commentaires assez déplacés, parce que parfois on va pas se mentir, il y a quand même certains groupes Facebook où les commentaires sont les petits échanges que toutes ces personnes, sans les citer, ont entre elles, sont à la limite du racisme, avec des petites blagues, mais c'est pas grave, on veut pouvoir encore en rire entre nous. Donc oui, on fait ensuite des tribunes dans notre propre revue. C'est très courageux. Et je pense que toutes ces personnes, effectivement, refusent de voir à quel point ça fait fuir des militantes et des militants qui n'ont même plus la force, le courage de verbaliser pourquoi ils et elles sont partis, parce qu'elles ont été épuisées par ce mouvement qui ne prend pas en considération la question du racisme et du sexisme. Oui, complètement. Et pour en avoir discuté avec de nombreuses militantes, parce qu'évidemment la question s'est posée à plusieurs reprises. Il est évident qu'il n'y a pas d'espace d'écoute. C'est même pas des choses. Il y a même pas. En fait, quand ça arrive, quand ça se produit, on ne sait même pas vers qui se tourner en fait pour en parler. Si quelqu'un va prend la parole sur ce sujet-là, on lui dira très rapidement, on n'est pas là pour ça. Et c'est vrai que c'est hyper problématique. Mais c'est quelque chose que j'ai aussi rencontré dans des milieux d'extrême gauche quand on est sur l'optique lutte des classes, communisme, où on nous dit aussi très très souvent la lutte des classes est prioritaire, puis on s'occupera plus tard des animaux, des femmes, des personnes racisées, etc. Moi j'ai beaucoup aussi entendu ce discours-là dans des milieux qui se disent être communistes et portés vraiment sur la lutte des classes. Et je crois que la notion de classe effectivement ne dit pas toutes les dominations, et qu'il est important aujourd'hui de travailler en fait tous les systèmes de domination. Et c'est pas un problème, c'est pas une perte de temps. En fait, travailler ensemble, c'est pas une perte de temps, c'est un gain, au contraire, d'efficacité. C'est important dans une lutte de se sentir bien. Parce que si on ne se sent pas bien, on n'est rien, on ne se sent pas légitime de proposer des idées nouvelles, on ne se sent pas légitime d'agir. Moi, par exemple, sur la pratique de l'action directe, comment une femme va pouvoir avoir l'envie d'aller s'enchaîner dans un abattoir si elle sait que dans les militants, les militantes du groupe, il y a des personnes qui ont des comportements problématiques. Évidemment, elle ne va pas venir. En fait, donc elle est privée de faire de l'action directe, qui est une action qui quand même met le corps en jeu d'une manière assez particulière. Évidemment que c'est très important que dans cet espace-là, un minimum y ait une garantie de bienveillance, de non-oppression, de respect de l'autre, tout simplement. Et ça, je crois que c'est pas quelque chose de négligeable, c'est une préoccupation qui doit être constante.
Alors cet épisode de podcast, on est en train de l'enregistrer dans un lieu particulier puisqu'on est au Centre démocratique kurde, puisque précédemment on a enregistré un autre épisode de podcast pour Lutte kurde où on réfléchit à comment utiliser la théorie kurde du confédéralisme démocratique pour faire une place aux autres animaux. Et ce que je te disais pendant la petite pause qu'on s'est octroyée, c'est que ici, quand des hommes ont des comportements problématiques avec les femmes, ils ont tout un processus qui existe et qui mène, mais de manière assez rapide et aussi incontestée, à l'exclusion des hommes. C'est-à-dire que je me suis rendu compte en venant ici que c'était possible et qu'il y avait d'autres espaces où c'était fait. Voilà, donc c'est vrai qu'on se rend compte que c'est quelque chose où en théorie on est plus ou moins d'accord. Dans la pratique, moi je connaissais pas d'espace où c'était mis en œuvre, et de voir qu'ici c'était possible, en fait je réalise que, je m'en doutais, mais là vraiment je réalise que c'est un choix politique, et il va falloir à un moment donné que les milieux antispécistes fassent ces choix politiques là, qui consistent à ne plus accepter le sexisme et le racisme au sein des rangs antispécistes. Bien sûr, et puis le projet politique tel qu'il est pensé et théorisé par le PKK, mais la lutte contre le sexisme à l'origine même en fait du fondement de sa théorie politique d'émancipation pour le peuple kurde. C'est ça qui est important en fait, c'est même au fond des choses, c'est pour ça que ça permet en fait une mise en pratique facile et incontestée dont tu parlais. C'est parce que ce combat contre le sexisme, il est au cœur même de leur projet politique. C'est pour ça que tout à l'heure je rappelais l'importance de mettre au cœur même du projet politique antispéciste l'antiracisme et l'antisexisme. Ça veut pas dire que ça va nous enlever du temps pour lutter contre l'exploitation animale. Il me semble que quand même le peuple kurde en est le meilleur exemple. Ils ont une guerre à mener, et pas contre n'importe quel ennemi, et ils sont au front, et d'une manière extrêmement courageuse, et en créant en plus à côté de ça un régime politique totalement novateur, etc. Est-ce que pour autant la lutte contre le sexisme, ils se disent à un moment donné ça va nous faire perdre du temps, alors on va se concentrer plutôt sur autre chose? Enfin non, ils travaillent tout ensemble, et c'est ça qui est extrêmement inspirant, et en plus qui est producteur d'efficacité, parce que évidemment, ensuite, ça permet une mise en pratique beaucoup plus simple une fois qu'on l'a théorisé, qu'on l'a mis au cœur du projet politique. Mais il me semble que c'est en fait incontestable, comme tu le dis, et ça va beaucoup plus vite, et c'est bien mieux ainsi. Je crois qu'on va pouvoir finir là-dessus. Merci beaucoup, Tiffany. Merci, Géraldine. Devenir woke.